Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Carrefour des collectivités territoriales. Aujourd'hui, donc, plateau numéro 4, consacré à un sujet d'importance, l'école. Quelle école pour demain ici, en milieu rural? Vous le savez tous, donc l'école est un moment charnière. On doit faire face à une baisse constante de la démographie, une répartition souvent inégalitaire des postes, et parfois même, ce qui est reproché, une concertation insuffisante, pour le moins. Il y a des instances qui ont été mises en place pour améliorer les choses, notamment l'Observatoire des dynamiques rurales, créé en 2023, mais dont beaucoup estiment qu'ils sont sous-utilisés. Et plus globalement, de nombreux élus vont reprocher une approche trop comptable, déconnectée des réalités locales, notamment qui va faire fi du temps de transport des enfants de moins de 3 ans ou des efforts d'investissement qui sont réalisés par les communes. On a un constat qui, peut paraître alarmant. Sur certains points, il l'est, on le verra, mais déjà des pistes de réflexion, des solutions émergent, comme revoir la typologie des communes dans la carte scolaire, repenser les RPI, les regroupements pédagogiques intercommunaux dont on parlera tout à l'heure. Et pour évoquer donc tous ces aspects, on va avoir donc à notre table deux élus. Madame Martine Souzy, donc vous êtes maire de Vignoles. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation, et vous pourrez nous faire un témoignage justement de la situation dans votre commune. Nous avons également Valérie Torisson, donc vous êtes vice-président du département de la Corrèze, déléguée donc à l'éducation et au collège. Merci également de votre présence. Et nous avons donc Franck Cutias, d'Azen de Corrèze, donc d'Azen, directeur académique des services de l'éducation nationale. Un grand merci de venir pour expliquer, pour donner des éclaircissements sur l'approche plus globale de l'État. Sans plus attendre, donc Martine Souzy, donc je le rappelle, vous êtes maire de Vignoles et vous avez vécu une situation, je me permettrai pas de la qualifier de pénible, on va dire originale à tout le moins, c'est-à-dire que vous avez eu une fermeture de classe dans votre commune en 2022. Vous êtes passé en RPI, donc regroupement pédagogique intercommunal, en 2023, et pourtant vous allez vous allez subir une nouvelle fermeture de classe, a priori, donc pour en 2025. Quel bilan tirez-vous? Bien, bonjour à tous. Bon, alors effectivement, en 2021, alors nous, déjà, situons la commune. Nous sommes au niveau scolaire, en RPI, nous étions en RPI, Vignoles-Saint-Sauve-Lascaux, avec une école à Saint-Saulve, une classe qui accueillait les CM1, CM2, et à Vignoles, de la maternelle jusqu'au CE2. Et Lascaux avait fermé son école il y a déjà 25-30 ans, donc là, pas d'école. En RPI, nous avons fonctionné en RPI jusqu'en 2021. Nous étions déjà dans le rouge, faut être franc, nous étions déjà dans le rouge en 2017. À l'époque, j'étais première adjointe aux affaires scolaires. Mais parce que baisse d'effectifs, la démographie commençait à baisser. Nous nous sommes battus. J'ai même vu prendre en otage l'inspecteur départemental. Nous nous sommes battus, nous avons conservé nos 5 classes. Ensuite, il y a eu le Covid, ensuite les élections, nouveau maire, donc voilà. Ça a fonctionné comme ça. Rentrée 2021, fermeture d'une classe, nouveau maire, indéfendable, il faut dire oui, indéfendable, parce qu'il nous manquait une quinzaine d'enfants. Et vu que c'est comptable, et bien voilà, c'était comme ça. Donc fermeture d'une classe. À la suite de cette fermeture, avec Monsieur le Dazen, qui à l'époque était Monsieur Malroux, nous avons travaillé sur un RPIC. Alors RPIC, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est un regroupement pédagogique intercommunal concentré. C'est-à-dire que l'école de Vignoles était susceptible d'accueillir toutes les classes. Cette école, nous avons fait d'énormes travaux en 2009, 2012, 2013. Nous avons refait les locaux, nous avons mis aux normes, nous avons refait une cantine scolaire digne d'un restaurant scolaire. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais on a investi. Et d'ailleurs, nos
continuons à rembourser. Il y en a plus pour longtemps, mais il y a toujours de l'emprunt. Donc, avec Monsieur Malraux et mon collègue maire, mes deux collègues maires, mais principalement Monsieur Frechefond, qui était également nouveau maire de Saint-Saulve, nous avons travaillé sur un RPIC. Pensez bien que c'était douloureux pour Monsieur Frechefond. Perdre son école, avec sa population, vous savez, il y a toujours des histoires de clochers. Mais moi, je comprends, parce que je voulais pas non plus être la mère qui récupérait tout. Hein? Donc, nous avons travaillé 1 an avec les services de l'éducation nationale et avec les services de l'État, qui, après maintes réunions, ont fait comprendre à Monsieur Frechefond que c'était mieux de tout regrouper sur Vignoles et que lui allait rebondir sur sa commune avec une restructuration de son école, parce que son école, c'est le même bâtiment mairie-école. Donc, restructuration de son bâtiment en aidant largement, et ça a été le cas, pour restructurer sa mairie et en créant une MAM, une maison d'assistance maternelle. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, à force de, je dirais pas de pression, mais ben, Monsieur Frechefond et son conseil municipal ont été d'accord, se sont lancés. Donc, le RPIC s'est fait à partir de 2022. 2024, à nouveau dans le rouge. Et là, nous avons rencontré Monsieur Cutillas, et d'ailleurs, je le remercie de son écoute, en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez pas nous donner un sursis, parce qu'on a déjà souffert pour arriver à RPIC. On a toujours les parents d'élèves qui nous disent oui, vous avez vu ce que vous avez fait. À RPIC, finalement, ça sert à quoi puisqu'on nous ferme à nouveau une classe. Monsieur Cutillas a été à l'écoute et nous a dit écoutez, je vous donne un sursis, mais Madame le maire, vous nous trouvez 15 élèves. Ce qui m'a fait sourire parce que j'ai pas trouvé 15 élèves. Faut les trouver. Voilà. Donc nous n'avons pas trouvé 15 élèves. En fin d'année 2024, nous avions eu un coup de téléphone de Madame l'inspectrice départementale, et quand on a un coup de téléphone, on sait que c'est pour un rendez-vous qui va pas être bon. Bon ben voilà, on a eu beau argumenter, et fermeture d'une classe à la rentrée prochaine, donc on restera à 3 classes. C'est difficile pour un maire de faire des efforts, d'arriver à comprendre, à accepter un RPI, à accepter un RPIC, et c'est pas toujours compréhensible parce que, ben finalement, ça sert à quoi? Ça sert, étant ex-enseignante, je dirais que ça sert pour nos enseignantes parce qu'elles travaillent dans le même groupe, les enfants sont ensemble, il n'y a pas d'enfants, voilà. Donc, parce que bon, l'éducation n'est plus, l'enseignement n'est plus ce qu'il était, c'est plus compliqué, les familles, voilà, un peu compliqué, des enfants qui ont quelquefois, ben, malheureusement, des soucis. Hein. Donc, c'est bien de travailler dans un groupe, une équipe pédagogique soudée. Et on aime, nous les maires, une équipe pédagogique soudée, c'est-à-dire qu'on aime qu'elle soit là et qu'elle reste des années, des années. Voilà, donc que dire de plus? C'est compliqué parce que là, la répartition, nous allons être à 56 élèves, il y a eu 2 inscriptions. Oui, mais ça avance. Que 2. Donc c'est compliqué pour la répartition. J'ai cru entendre qu'on allait avoir un CE2, CM1, CM2 à 24 élèves. Je pense que c'est compliqué, 3 niveaux dans la même classe avec 24, 25 élèves. Et là, je me pose la question, et je l'ai posée à la directrice de l'école, et si pendant l'année, il y a 3-4 inscriptions? Elle me dit, ben, on adaptera. Elles sont bien, hein, mais l'éducation nationale sait qu'il peut compter sur son personnel, parce qu'elles ne s'affolent pas, elles sont motivées. Oui, mais alors, si ça peut pas fonctionner, ça veut dire que le maire va dire, ben non, messieurs, dames, vous arrivez sur la commune ou sur une des 3 communes et ben malheureusement, on est saturé. Non, on peut pas agir comme ça non plus. Oui, c'est compliqué. Oui, et puis comme vous le dites, il y a un sentiment aussi de frustration quand on a fait aussi des investissements, quand on a convaincu les autres élus, parce qu'il y a aussi tout cet effort, comme vous le disiez, qui est pas évident. Exactement. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur les investissements et voilà. Très bien, très bien. Madame Torisson, donc je le rappelle, vous êtes vice-présidente du département de Corrèze, donc déléguée à l'éducation.
ce que l'on voit donc très concrètement dans le témoignage, c'est que beaucoup de choses sont liées aux évolutions démographiques. Quelles prévisions envisagez-vous, vous, pour les prochaines années en Corrèze, au niveau justement de ces prévisions de l'avenir de l'école? Comment est-ce que vous le voyez? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres. Malheureusement, il faut faire un constat. Et je vais peut-être commencer par celui des naissances, l'évolution ou la baisse des naissances. En 1980, il y avait 1,8 enfants par femme. En 2010, 2,10. En 2024, 1,59. Donc, on voit bien que la démographie scolaire est très liée aussi au taux de natalité. Entre 2014 et 2025, sur le premier et deuxième degré, alors je vais beaucoup parler public, mais le privé suit sensiblement la même courbe. L'Académie de Limoges a perdu 10 600 élèves. C'est beaucoup, mais entre 2014 et 2025. En 2024, il y a en Corrèze 207 écoles. 81 sont en RPI, dispersées ou concentrées. Et sur ces 81, 70 n'ont qu'une ou deux classes. Donc voilà, ça aussi c'est un constat. En 5 ans, 7 écoles ont fermé, 4 ont fusionné. Bon, c'est beaucoup et finalement pas tant que ça non plus sur la catégorie. On peut voir que les chiffres, que ce soit en premier degré comme en deuxième degré, ont des courbes descendantes, bien entendu. Alors, je peux vous en donner. Entre 2019 et 2024, il y a eu 1390 élèves en moins dans le premier degré. Entre la rentrée 2019 et la rentrée 2024, ce qui fait quand même 6 ans. Ça paraît beaucoup, mais au final, quand on divise par année, c'est pas énorme du tout. Dans le collège, c'est pareil à peu près. Il y aura, je vais me projeter un petit peu plus loin, moins 10% d'élèves entre 2018 et 2028. Voilà, ce sont des chiffres. Certes, nous sommes en baisse. Nous avons une baisse régulière, une baisse annoncée et sûre, mais elle est lente finalement. Elle n'est pas si catastrophique que ça. Pour vous dire, pour les prévisions de 2025 en Corrèze, la Corrèze est le département le moins touché sur l'Académie de Limoges. La Corrèze va perdre 133 élèves. C'est pas énorme du tout, ce qui correspond à 0,85% de ses effectifs. En comparaison, la Haute-Vienne en perd 1,62 et la Creuse 1,21. Donc on peut dire que nous sommes préservés. Voilà. Donc oui, la Corrèze voit ses effectifs diminuer, mais j'allais dire de manière régulière, lente et pas catastrophique finalement. Donc en fait, ce sont les mesures qui vont être prises qui vont être intéressantes. Sachant qu'entre-temps, ces dernières années, de nouveaux dispositifs ont été mis en place. Je pense au dédoublement de classes dans les REP+, je pense aussi à l'accueil personnalisé des élèves en difficulté. Il y a les ULIS, il y a les SECPA. Donc à côté des baisses d'effectifs factuels, nous avons à côté la mise en place de dispositifs pour accueillir au mieux les élèves. Donc ça aussi, ça intervient dans l'organisation, dans les besoins des écoles et donc des communes. Oui, donc il y a des motifs d'espoir en fait, puisque entre guillemets le constat il est implacable, oui. Mais la baisse étant lente, continue, on peut encore, si je crois ce que vous dites, s'adapter, enfin en prenant des bonnes mesures, voilà, l'anticiper en se disant il y aura peut-être que des bonnes surprises. Disons qu'on sait que nous avons des besoins nouveaux. Voilà, des besoins nouveaux. Le ministère, le dédoublement des classes, c'est le ministère qui nous l'a demandé, mais en même temps, l'accueil des élèves nécessite des adaptations. Et ces besoins nouveaux, donc nous y travaillons régulièrement avec l'inspection académique, parce que ça, c'est nécessaire. À accueillir nos élèves qui ont des besoins particuliers, il faut aussi le prendre en considération. Et ça, les communes s'adaptent, savent le faire, et ont tout à fait conscience de cette nécessité. D'accord. Je vous remercie. Oui, bien sûr. vous souhaitiez réagir, Madame le maire? Oui. Oui, alors je comprends bien, Madame Torisson, mais imaginez quand vous avez une classe à 3 niveaux avec 24, 25 élèves, il y a des enfants qui ont des besoins en ruralité comme en urbain, et on fait comment? Parce que bon, revenons sur les AESH. C'est un sujet sensible, effectivement. L'Eurazed alors Monsieur Cutillas, ça existe toujours l'Eurazed, parce que moi je suis une vieille de la, voilà. Donc, mais on l'a pas en proximité. Le psychologue scolaire, ça m'a l'air compliqué aussi. Donc oui, d'accord, voilà, c'est que c'est compliqué parce que est-ce qu'il faut pas profiter de la baisse de la démographie pour baisser le nombre d'élèves par classe? C'est une solution.
Mais encore faut-il s'y pencher. Bien, donc il y a des idées. Je me tourne désormais vers Franck Cutias, donc je le rappelle, directeur académique des services de l'éducation nationale de Corrèze. Première question, donc, que vous inspirent ces témoignages à la fois, j'allais dire, graves, implacables, hein, parce que ce sont des chiffres, mais aussi avec des motifs d'espoir. Oui, ce sont des sujets que nous travaillons régulièrement, évidemment, avec les élus, et nous y sommes très attentifs. Alors, effectivement, pour rebondir sur un chiffre, c'est effectivement cette baisse de la démographie qui impacte notre territoire, mais même si, vous l'avez très bien souligné, notre département résiste bien mieux que les autres de l'académie. Depuis 2018, c'est moins 2130 élèves pour la Corrèze, et effectivement, vous avez raison, on a eu un gros pic, hein. On a eu il y a quelques années moins 400 élèves dans le premier degré, on sera cette rentrée à moins 133, à peu près la même chose dans nos prévisions sur l'année suivante, et pour autant, et ça revient, Madame le maire, à ce que vous venez de dire sur les efforts ou les idées à creuser, la démographie est en baisse. Et mécaniquement, notre taux d'encadrement, il augmente, puisque les postes supprimés ne l'ont pas été à la hauteur de la démographie. On le voit cette année, j'ai dû rendre un seul poste, ce qui ne correspond pas en réalité à la baisse démographique. Cette année, évidemment, une année très particulière, c'est la carte scolaire la plus favorable depuis plus de 15 ans. Ça, c'est effectivement à noter. La moyenne des élèves par classe, c'est 20 en Corrèze. Une moyenne, ça cache des disparités. On peut être à 12 dans une classe et à 25, 26 ou 27 dans une autre, bien sûr. Mais la moyenne départementale, c'est celle-là, c'est 20 élèves par classe. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame le maire, sur les classes à double et triple niveau, là aussi, rien de nouveau. C'est une spécificité de notre école rurale. Nos enseignants savent faire, ils sont formés pour ça. Je ne dis pas que ce sont les conditions idéales, mais en fait, l'école rurale a toujours été composée d'écoles parfois à classe unique, avec tous les niveaux. Là, c'est très compliqué et on y porte une attention très particulière, évidemment. Donc voilà, le meilleur taux d'encadrement. Nous, notre objectif, c'est évidemment l'amélioration des conditions d'enseignement. Ça passe par l'égalité des chances. On souhaite vraiment cette égalité des chances et moi, mon objectif premier, c'est de préserver les moyens de l'école rurale. Je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé. Les efforts ont été portés, notamment sur les territoires éducatifs ruraux, dont j'en reparlerai tout à l'heure. Mais pour notre département préservé, effectivement, sur cette rentrée scolaire, un seul poste à rendre. Alors ça veut dire en réalité 7-8 fermetures de classe, mais ça veut dire aussi un équilibre. On sera à 8 ou 9 ouvertures de classe, donc on sera à l'équilibre cette année. On a pu le faire cette année parce que, vous l'avez tous entendu, les 4000 postes qui étaient prévus en suppression au budget ont été gelés, et ça a été une très bonne nouvelle pour nous tous, évidemment. Dans ma prévision, si ces 4000 postes avaient dû être réellement supprimés, on pouvait s'attendre à 30-35 fermetures de classe. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle cette année. Qu'en sera-t-il l'année prochaine ? Je n'ai à ce stade aucune information. Et c'est d'ailleurs un des sujets de préoccupation sur ce que demande l'association des maires. C'est une meilleure visibilité de cette carte scolaire. Oui, ça vous impose aussi d'avoir des échanges réguliers, une concertation avec tous les élus sur ces aspects, j'imagine. Absolument. Notre objectif, et vous l'avez dit dans votre introduction, sur le sentiment, qui est plus qu'un sentiment d'ailleurs, des élus sur cet observatoire des dynamiques rurales qui a été créé voici 2 ans et qui est sous-utilisé.
Ça, c'est une évidence. À ce stade, même si nous l'avons fait progresser sur sa deuxième version en Corrèze, il reste du travail, il reste ce travail de lisibilité pour les maires, pour les élus, et il faut qu'on mène ce travail ensemble, parce que la carte scolaire, vous l'avez parfaitement dit, Madame le maire, c'est pas juste une question comptable, et derrière il y a des travaux, il y a des investissements, il y a de l'humain. Il faut qu'on avance ensemble avec tous les services de l'État et les élus pour avoir une meilleure cohérence sur le territoire. Parce que oui, l'école rurale de demain, ça ne peut pas être celle d'hier ni celle d'aujourd'hui. Elle va devoir évoluer. Bien. Je vous remercie justement, Madame le maire, en parlant justement de cette carte scolaire. Donc vous souhaitez plus de souplesse. Voilà, alors je suis bien, Monsieur Cutillas, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'école d'hier n'est plus l'école d'aujourd'hui et de demain. Qu'un enfant soit scolarisé en milieu rural ou en quartier politique de la ville ou en plein cœur de Paris, chacun a droit à sa chance. De petites structures, c'est confortable parce que le métier d'enseignant a changé également. Tout le monde a changé finalement. Est-ce que c'est toujours dans le bon sens ? Ça, on n'est pas là pour ça. Donc, effectivement, alors je vais rebondir sur... je vais parler au nom de mes collègues élus. Alors, les élus se donnent corps et âme pour les écoles. Hein. Beaucoup d'investissements qui leur coûtent cher, même s'il ne faut pas le dire. Il faut le dire, mais il faut que les conditions de travail soient optimales, que les enseignantes s'y sentent bien, que les enfants aient toutes les bonnes conditions pour réussir. Alors, en milieu rural, nous faisons tout ce qu'il faut comme en milieu urbain, c'est-à-dire cours de piscine, donc ça engendre des frais de transport. Hein, déplacements au théâtre, au musée, au cinéma, nous recevons du spectacle vivant comme Coquelicot, nos enfants participent aux rencontres sportives, aux sorties de fin d'année. Pour ce qui est des locaux, les locaux sont rénovés, mis aux normes. Cantine scolaire avec, et d'ailleurs je crois que nous sommes les pionniers en Corrèze, avec produits locaux. Cuisiner sur place. Nous travaillons donc avec la Chambre d'agriculture au niveau des producteurs locaux. Ça engendre aussi des frais de personnel de cantine, de surveillance pendant la pause méridienne. Et nous aussi, nous élus ruraux, nous faisons l'accueil du matin et du soir en garderie. Voilà. Et nous mettons aussi en place parfois de l'aide aux devoirs. L'égalité des chances doit être une réalité pour tout le monde. Nous chérissons nos enseignants, nous aimons les équipes stables, comme j'ai dit tout à l'heure. On sait bien, et l'éducation nationale, je l'ai dit ça aussi, c'est bien qu'elles peuvent compter sur les enseignants, parce que quand vous décidez de devenir enseignant, soit vous abandonnez tout de suite, soit vous persévérez et vous avez la foi. Et devant vous, vous avez de l'humain. Donc, vous pouvez pas faire moins. Nous ne voilons pas la face, baisse démographique. Monsieur Cutillas, je tiens à vous remercier au nom des élus pour votre écoute, pour votre disponibilité. Nous travaillons ensemble à la préparation de la carte scolaire avec vous-même et vos services, avec les services de l'État, avec le conseil départemental, avec mes collègues maires élus à l'association des maires. Je sais que l'exercice est difficile, douloureux, et que vous ne faites qu'appliquer, malheureusement, ce qu'on vous dit là-haut. C'est d'ailleurs dommage que Madame Borne n'ait pas été conviée. Ce n'est pas de mon ressort. Parce que je lui aurais tenu le même discours. Profitons de la baisse démographique, je lui aurais dit, pour baisser le nombre d'élèves par classe. Comptabilisons nos petits de 2 ans dans l'effectif, parce que nous accueillons les TPS, les toutes petites sections. Sur demande des parents, certes, mais si l'enfant est prêt à rentrer en très petite section, pourquoi pas? Ça, c'est un dialogue entre les parents et l'enseignante. Et si l'enseignante nous dit « ce petit est prêt », nous l'acceptons à l'école. Et d'ailleurs, c'est un climat familial, parce que quand on voit les grands de CM2 s'occuper, coucouner les petits de toutes petites sections, ça fait plaisir. Voilà. Alors, battons-nous
pour que des moyens supplémentaires soient alloués, des moyens tant humains que financiers, soient alloués à l'éducation nationale, parce que ce ne sont pas des dépenses, au contraire, ce sont des investissements sur le futur de la nation. Oui. Nous l'aimons, l'école de la République. On le sent en tout cas. Je vous remercie. Madame Torisson, donc, selon vous, au vu de la situation, au vu des chiffres que vous avez donnés, soyons francs, est-ce que les maires doivent s'attendre à des fermetures de classes plus ou moins importantes dans les années à venir? Je serais tentée de dire que cela va dépendre de la place laissée aux collectivités dans les réflexions et dans le travail en amont, dans les décisions. Parce que bon, les chiffres sont des indicateurs, mais la réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est dans les communes. Martine l'a très bien dit, nous avons la possibilité d'accueillir dès 2 ans, il y a eu beaucoup d'investissements, c'est une qualité d'accueil importante. Jusqu'à présent, et je remercie également monsieur le directeur académique et madame la rectrice, nous avons toujours su travailler en amont, de manière intelligente, concertée, souvent au cas par cas. Voilà, souvent au cas par cas. Mais la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'il en sera quand le nombre de postes à rendre va être plus important? Vous l'avez dit, cette année, nous avons été préservés. Normalement, c'était 4000 postes, c'est ça, 30 à 35 en Corrèze. Ça va pas durer éternellement. Je pense qu'on va vous demander des comptes. À ce moment-là, qu'est-ce qui prévaudra? L'humain? Le financier? Est-ce que ça va être une réflexion comptable? Ça, on ne sait pas. Nous sommes là pour le défendre, bien entendu. Mais j'allais dire presque en dépit de tous les efforts qui sont faits dans les communes, et Dieu sait qu'il y en a, au final, ne sommes pas forcément des décideurs. C'est plutôt le ministère, l'inspection académique qui nous donne un petit peu les grandes lignes. Mais je dois dire que jusqu'à présent, et franchement, c'était très agréable, nous avons toujours pu travailler de concertation et toujours pu trouver des solutions. Voilà. Quand vraiment il y avait une fermeture, c'était en dernière limite. Martine, on est d'accord? Voilà. Mais je crains malheureusement que la situation ne soit plus aussi favorable dans les prochaines années. Oui, et puis de toute manière, comme vous l'avez dit, vous êtes tributaire de décisions qui ne relèvent pas de votre pouvoir. Parce que dans nos réflexions, souvent, nous informons aussi monsieur l'inspecteur, par exemple, d'un programme d'urbanisme qui va développer de nouvelles entrées, de changements dans les quartiers ou dans les communes. Donc tout ça, voilà, on en parle. Et juste là, c'était très confortable. Mais franchement, sans être pessimiste, je crains que ce ne soit plus le cas dans les prochaines années. Voilà. Oui. D'où l'importance de maintenir un lien, des échanges tout à fait. Avec l'éducation, les représentants. Oui. Préserver ce lien que nous avons aujourd'hui encore. Très bien, je vous remercie. Monsieur le directeur académique, justement, pour préserver le lien, l'Observatoire de la ruralité au niveau académique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette instance? Oui, bien sûr. Avant cela, si vous permettez, deux réflexions sur l'accueil des toutes petites sections. Effectivement, en dehors de quelques écoles dans lesquelles nous ouvrons, dans le cadre du plan ruralité, l'accueil des toutes petites sections, l'accueil est toujours possible sous réserve des places disponibles, évidemment, mais je fais le même constat que vous. Ils ne sont pas comptabilisés dans nos effectifs. C'est une demande des maires que je relais à mon niveau, évidemment. Un point aussi sur l'école rurale, sa spécificité, c'est beaucoup de classes, d'écoles à 1 ou 2 classes, 3 classes. Il faut prendre en compte aussi, vous l'avez dit très bien Madame le maire, le changement de mentalité aussi chez nos enseignants. On avait ces hussards noirs de la République qui venaient et qui étaient dans leur classe unique. On a tous en mémoire le film Être et avoir, c'était ça je crois, où on voyait cet instituteur mener sa classe à multiples niveaux du début à la fin et y rester toute sa carrière. Aujourd'hui, et c'est un des problèmes de l'attractivité des métiers de l'enseignant. Nos jeunes enseignants, ils ne veulent pas être isolés. Ils veulent être en équipe. Ils veulent pouvoir construire leur parcours avec des collègues. Et c'est une des difficultés lorsqu'on dit aux enseignants, vous allez être nommé dans une école rurale à 1 classe. Ça n'attire pas forcément. Donc, il nous faut réfléchir à autre chose. Pour venir sur votre question,
sur l'Observatoire des dynamiques rurales. C'est une instance qui a été souhaitée par Madame la ministre d'État lorsqu'elle était Première ministre. Dans le cadre du plan France Ruralité, et cet observatoire de dynamique rurale, il a pour objectif de présenter la démographie scolaire sur un territoire sur 3, 5, 10 ans et de pouvoir tenter d'anticiper, parce que le mot est là et le travail que nous menons avec les collectivités et les maires, c'est extrêmement important, cette anticipation. Donc c'est une instance qui est coprésidée par l'inspecteur d'académie et le préfet et qui vise à donner des chiffres comme ceux très précis que Madame Torisson a pu donner, et puis deux, et ça reste à construire, c'est justement d'anticiper et de construire l'école de demain, de voir avec certains maires qui vont être impactés par la démographie et donc inévitablement par d'éventuelles fermetures de classes. C'est comment on travaille demain, comment justement on ne subit pas les fermetures de classes, parce que c'est le mot qui revient à chaque fois, c'est le couperet, c'est on subit, et moi j'en suis parfaitement conscient, et moi qui suis en lien direct avec les maires sur ces affaires-là, je sais à quel point ils y mettent du cœur et à quel point c'est douloureux quand on s'investit corps et âme pour sauver son école. Donc l'Observatoire des dynamiques rurales, son objectif, c'est vraiment de voir où sont les potentiels de regroupement interpédagogique, concentré ou non, et limiter l'impact d'une carte scolaire avec peut-être des fermetures bien plus importantes que celles qu'on a vécues jusqu'à présent. Oui, très bien. C'est ça les conseils aussi à donner pour anticiper justement oui. Les années à venir qui seront, comme tout le monde l'a dit, compliquées. Je n'ai pas de boule de cristal, non. Je n'ai aucune information à ce stade, mais je peux imaginer que le budget de la nation fera qu'on sera amené à faire des choix. Mais vraiment, l'essentiel, c'est de travailler dans l'anticipation. C'est la raison pour laquelle, et c'est un travail qu'on a mené avec le président Coste, chaque maire va recevoir d'ici cette fin d'année scolaire un courrier nominatif avec une prévision d'effectifs sur les 3 prochaines années et une petite alerte en fait. Ça ne veut pas dire que les maires qui vont recevoir ce courrier, ce sera une fermeture de classe. À ce stade, je suis bien incapable de le dire. Mais c'est une façon pour moi de dire aux maires, attention, on a peut-être une situation, il faut qu'on travaille ensemble, donc je vous propose qu'on se rencontre pour travailler sur le sujet. Donc là, un certain nombre de maires vont recevoir ce courrier, puisque là, notre carte scolaire de cette année, elle est terminée. On sait maintenant qu'on va pouvoir ouvrir après comptage à la rentrée. Je sais ce que tous mes postes où ils vont être répartis. Oui, donc après envoi des courriers, vous risquez d'avoir un certain nombre de rendez-vous et ce sera avec plaisir. Un agenda bien chargé. Absolument, mais ce sera avec plaisir. Bien. Sur ces aspects, vous vouliez rajouter un mot sur l'aspect, parce que si on comprend bien, il faut anticiper, ça c'est le maître mot que vous avez tous dit, mais anticiper tout en sachant qu'il y a des choses qui relèvent pas, entre guillemets, pas de votre compétence, mais de votre pouvoir. La baisse de la démographie, c'est pas forcément dans votre pouvoir. Les décisions prises en fonction du budget de l'État, de la même façon, c'est pas dans votre pouvoir. Donc, obligé d'anticiper, de faire face à une situation, de s'adapter. Oui, effectivement, Monsieur Cutillard, je comprends bien et j'entends ce que vous dites. La carte scolaire serait moins brutale, mais malgré tout, c'est facile de fermer une classe, parce que quand vous avez 12 enfants qui partent au collège en 6e, et vous avez 3 petits qui rentrent moins 9 en 2 ans, c'est le couperet. Donc je répète, profitons de la baisse démographique pour baisser en zone rurale, parce que c'est là quand même c'est plus compliqué, et le nombre d'élèves par classe. Oui, puis dans votre cas personnel, je crois qu'hier vous m'expliquiez que vous n'aviez pas dans votre commune une baisse de la démographie, mais qu'il y avait moins d'enfants néanmoins. Voilà, oui, au dernier. C'est aussi une autre problématique, c'est que si on se base uniquement sur la démographie, non, ce qui compte, comme on l'a dit, c'est les enfants. D'où comment on comptabilise, qui on comptabilise. Voilà, exactement, parce que comme je vous le disais hier, nous, au dernier recensement,
nous avons plus 12. Donc de 540, nous allons passer environ à 550 habitants. Mais ça ne nous apporte pas d'enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des petites maisons qui se sont ouvertes, des jeunes retraités ou des parents qui ont des grands-enfants. Et puis bon, il y a moins de naissances. Vous savez, quand on a une maman enceinte, on est content. Hein, et ça nous fait sur la commune 3 naissances par an. Après, je voudrais rajouter, si vous me le permettez, il faut que les parents jouent le jeu aussi. Et alors, ils viennent vivre dans notre belle Corrèze, dans notre belle campagne. Ils s'y sentent bien, mais ils travaillent à 20-30 kilomètres. Alors, un jour, on entend un parent qui vient nous dire « Ben moi, ça m'arrange plus du tout, finalement, que mon enfant soit scolarisé sur votre commune, parce que... » Alors qu'on offre tous les services, un matin de 7h à 19h. Finalement, il serait mieux à l'école du bourg un peu plus important. Ça m'arrange, je le dépose en passant. Alors moi, je dis non, mais j'ai pas de pouvoir parce que si ce parent veut scolariser son enfant dans le bourg proche de chez nous, il a le droit. Par contre, je téléphone au maire de la commune concernée, je lui dis attends. Et le maire est content de récupérer des enfants parce qu'il est aussi un peu dans le rouge. Mais je lui dis, attends, nous ne paierons pas de frais de scolarité. Après, alors il faut que les parents jouent le jeu, mais il faut aussi que les élus se battent et disent non, on a tout ce qu'il faut, on a tout mis en œuvre, on a fait des investissements, on peut accueillir votre enfant dans de très bonnes conditions comme dans toute commune. Voilà le discours qu'il faut tenir. Oui, c'est l'école à la carte, mais ça aussi, c'est limite. Vous faites déjà tout ce que vous pouvez de votre côté. En Et effet, tous mes collègues également. oui, quand je dis vous, Tous les élus, éducation, voilà, aux citoyens peut-être aussi de prendre conscience et de. Vous savez, jouer le jeu. maintenant, citoyen et consommateur, donc... Vous souhaitiez réagir? Oui, non, réagir, non, juste deux petites choses. Anticiper, je pense que c'est le propre des collectivités. Nous sommes obligés de travailler dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne l'école, le bien vivre à l'école, bien vivre dans les établissements scolaires, je crois que c'est une notion que nous avons tous, toutes et toutes. Et à notre niveau collectivité, nous faisons ce qu'il est possible de faire. Et donc je crois qu'effectivement, je te rejoins Martine, la baisse démographique est liée, la baisse des effectifs est liée, mais peut-être justement utiliser cette situation-là pour apporter de nouveaux dispositifs pour accueillir encore mieux les élèves. Voilà. Parce qu'on s'en rencontre, donc il y a de plus en plus d'élèves en besoin particulier. Voilà. D'inclusion. L'inclusion est nécessaire, c'est un mot que l'on utilise beaucoup. Et je crois que voilà, il faut utiliser cette opportunité, entre guillemets, si c'est parce que c'est pas vraiment le mot, mais cette situation-là pour apporter ce qu'il manque peut-être aujourd'hui à l'heure actuelle et faciliter le travail des enseignants aussi. Je vous remercie. Vous vouliez rajouter un mot? Parce que sinon c'était une très belle conclusion, hein. Faire d'un problème et saisir les opportunités. Et c'est vrai que ça résume à peu près tout ce qui a été dit et en travaillant de concert, hein. Ça c'est pour le fond et pour la forme de travailler ensemble. Mais oui, une très belle conclusion parce qu'on partage évidemment exactement, enfin on est sur la même ligne sans aucune difficulté. Le message que nous portons, il est effectivement de résoudre cette difficulté de carte scolaire. Cette visibilité sur 3 ans, c'est très bien, elle est essentielle. Le problème technique est que la carte scolaire, d'un point de vue des moyens, elle est annuelle. Je reçois le nombre de postes à rendre année par année, ce qui ne nous permet pas à ce stade de travailler sur le moyen terme avec les communes. Donc la réelle avancée sera si on arrive à assembler cette vision sur 3 ans et cette dotation sur 3 ans. Je sais que la ministre d'État y est très sensible. Il n'y a pas encore de décision de prise à ce stade, à ma connaissance, mais ça nous permettrait vraiment d'être dans l'anticipation sur 3 ans et de construire avec les collectivités, avec les maires, une vraie carte scolaire au bénéfice de la réussite de nos élèves, parce que je veux terminer tout de même sur un point extrêmement positif. Nos élèves en Corrèze réussissent très bien. Notre école publique, elle est extrêmement performante. C'est dû évidemment d'abord à la qualité de nos enseignantes et de nos enseignants, et c'est étroitement lié avec les investissements des collectivités et l'amour que portent les maires à leur école publique. bien, je vous remercie.
Voilà. Il n'y a pas d'autres conclusions, de meilleures conclusions. Je vous remercie pour ces témoignages. Martine Souzy, donc maire de Vignoles, d'être venue, voilà, d'avoir posé très clairement votre situation. Madame Torisson, vice-présidente donc du département de Corrèze, merci également pour les chiffres. On l'a vu, voilà, implacable, mais c'est ce qui permet d'anticiper l'avenir. Monsieur Franck Cutias, donc d'Azen, directeur académique de Corrèze, merci également aussi d'avoir montré que voilà, il y a besoin encore plus que jamais d'échanges entre vous. Je vous remercie tous les trois, merci à tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Bonne journée.